quel état émotionnel vous êtes à 18h30 aujourd'hui, ce mardi 22 février 2022? Avec beaucoup d'espoir, curieuse et heureuse. Eh bien, je suis vraiment ravie de voir que ça vous procure déjà ce sentiment-là et je suis vraiment très contente de vous avoir pour 1 heure et demie, une soirée de 2 semaines. C'est un sacré investissement, donc j'espère que je vais pouvoir vous apporter ce que vous attendez. Il y a une autre question qui arrivera peut-être juste après. Donc je prépare la question d'après. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est agilité en remote, prendre soin des personnes. Parce qu'effectivement, quand on est en présentiel, c'est assez simple, mais même en présentiel, c'est compliqué, mais c'est plus simple quand même de prendre soin des personnes, d'identifier quand une personne va plus ou moins bien, de créer des liens, de créer de la communauté au sein d'une équipe. Alors comment on peut faire pour réussir à reproduire, recréer cette ambiance-là à distance? Donc je m'appelle Mise Rabé-Mananjara, je suis d'origine malgache, comme Karine, vous le reconnaissez à la similarité des noms, notez bien. Ça donc effectivement, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience, beaucoup en prestation, dans un projet où vous ne voyez pas comment faire autrement et je me suis et c'était la première fois que je touchais à ça et 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 à voir la façon dont les personnes qui étaient engagées, je me suis dit que ça fonctionnait, mais régulièrement, tous les mois, hein, vraiment, j'appelais mon coach en pétant un câble parce que ça n'allait pas forcément comme enfin, forcément, quand vous avez une équipe qui s'auto-organise, ça OK. Peut-être que c'est ouais, je sais pas, j'ai ouvert ma porte. Peut-être que mon réseau va traverser plus facilement la est-ce que là, ça coupe encore? Non, c'est mieux. Oui, c'est mieux si on est beaucoup à avoir enlevé nos caméras, peut-être que c'est ça passe mieux. OK. Bon, bah, écoutez. Donc, une vingtaine d'années d'expérience. J'ai découvert l'agilité en 2012 et depuis, j'ai continué à me former, tout le temps, que ce soit sur le lean, sur la communication et donc j'ai creusé et j'ai expérimenté et à partir de 2015, hasard, de la vie personnelle, j'ai mis mes enfants dans une école Montessori et c'est de là que m'est venue l'idée d'aller chercher, dans ces écoles, auto-organisées, une façon d'accompagner le changement dans les organisations sans prescrire des frameworks. Et c'est pour répondre à ta question, Anne-Marie, sur, ce qu'est l'agilopathie. Heu, c'est un terme que j'ai défini et qui porte la médecine douce des organisations. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de médicaments. Je vais pas forcément arriver dans une organisation en disant: «Il faut absolument mettre en place du Scrum ou du Safe». Et je vais essayer de travailler les habitudes des gens pour qu'ils réussissent à apprendre à s'adapter. Ça, c'est vraiment ce que j'aime, faire et ce que j'apprécie particulièrement, c'est d'avoir justement suffisamment de liberté, moi aussi, dans mon activité pour pouvoir inventer des choses. En 2018, j'ai créé ma société qui s'appelle Les Agilopathes et donc j'ai commencé à faire, quelques conférences et vous en avez un extrait ici sur l'agilopathie et plus précisément sur Montessori Extended avec une directrice pédagogique, qui m'a accompagnée et qui m'a aidée à construire finalement ce framework. Framework entre guillemets, un framework de réflexion. Donc notre thème, agilité en remote, prendre soin des personnes. Je vous invite à retourner donc dans notre magnifique outil Menti. Ah! Alors on a 3 personnes qui ont déjà répondu à la question. Est-ce que votre équipe fonctionne aujourd'hui, uniquement en remote, en hybride, remote et sur site, ou bien uniquement sur site? Je sais que c'est bon, on a quand même des personnes à moitié sur site. Intéressant. OK. Donc on va dire qu'on a le quota pour pouvoir passer à la question suivante. Donc, on est vraiment sur,
sur une problématique qui est actuelle pour vous, puisque vous fonctionnez principalement en remote. Alors maintenant, la question, c'est quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à ça, par rapport à ce thème agilité et remote, pour que je puisse aussi adapter éventuellement ce que j'ai envisagé comme présentation pour vraiment répondre à vos besoins. Moi, je suis juste curieuse d'entendre les expériences des uns et des autres. Puis pourquoi pas partager la mienne. Je n'ai pas de questions en particulier. Ok, parfait. Et j'ai prévu un peu plus tard de travailler en sous-groupe, justement pour permettre d'avoir ces petites discussions. Comment recréer un espace sécuritaire, psychological safety à distance, tout à fait. Comment pouvons-nous rendre les comportements agiles à distance? Est-ce qu'il y a possibilité de clarifier un petit peu ce que vous entendez par là? Rendre les comportements agiles à distance? C'est moi, c'est Anne-Marie. J'ai peut-être pas bien formulé, mais comment on peut... mais moi, je suis vraiment dans le leadership agile, là, disons, on va dire, mais comment on peut soutenir des équipes dans un savoir-être agile à distance. Bon, on a comme plein d'éléments en tête, mais je suis curieuse de vous entendre. En fait, j'imagine qu'il y aura des discussions en ce sens. Oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de porter aussi. Merci. Merci. Employees and simplify processes to work faster. Est-ce qu'on peut revenir sur cette deuxième question aussi, s'il vous plaît, vu qu'on a un tout petit peu de temps? Est-ce qu'il y a possibilité de clarifier un peu ce deuxième point? C'est moi, c'est ça que je présume être agile, de simplifier les processus, travailler plus vite, mais que ce soit au bureau ou en télétravail, c'est la même situation. On veut toujours simplifier. Simplifier et s'améliorer, tout à fait. Ok, je comprends. How to facilitate lead workshops with teams without seeing body languages. Ha 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 ha. Or how to see the body language in workshops that you facilitate. Thank you. Been there a long time ago when scaling. Il y a des compagnies distribuées géographiquement et dans différentes time zones depuis tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est différent et ce que vous proposez? Ouh. Les différentes time zones, c'est vrai que c'est une complexité supplémentaire. En plus du remote, on rajoute des équipes distribuées avec potentiellement des différences de culture. Effectivement, c'est un beau challenge. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, hein, qu'on soit bien clair. Par contre, j'aimerais vous proposer des guides de réflexion. Comment est-ce qu'on réduit le nombre de rencontres de nos équipes dans un monde remote? Le nombre des rencontres, c'est-à-dire? Moi, j'ai des équipes qui sont de 8h à 16h, mur à mur, face à une vidéo, face à un écran. Je me demande quand est-ce qu'ils produisent ces gens-là, probablement après 16h le soir. Puis je trouve que c'est un épuisement mental. Comment on fait pour en avoir moins finalement? Puis pour faire comprendre à nos équipes qui sont peut-être pas obligées de venir à chaque rencontre, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose autour de ça. Okay. Juste une question, qui les décide, les rencontres? Ça vient de tout le monde, ça vient autant du management que des équipes, que ça vient de partout, parce qu'on est dans un monde où j'ai l'impression qu'avec la pandémie, où on est tous repartis chez nous, où on a d'une part peur de manquer une information que peut-être avant on ne manquait pas, donc on s'oblige à aller dans les rencontres, on ne sait plus non plus qui forcément, quoi. Je ne suis pas sûre de comprendre d'où vient le problème, mais moi la première, avant la pandémie, je passais peut-être 50% de mon temps en réunion. Depuis que la pandémie, je passe 150% de mon temps en réunion. Je ne comprends pas. Voilà. Comment on fait pour réduire ça? Comment on fait pour revenir à un niveau de réunion qui est acceptable pour un humain? Voilà, c'est ça mon questionnement. Dans les réunions, vous avez aussi des réunions 2 à 2 ou c'est toujours avec beaucoup de personnes? Il y a tout. Ok. Vraiment de tout, autant du one-on-one que de la réunion par équipe, par escouade.
sûre de pouvoir répondre à cette question-ci, mais Si on n'y répond pas, c'est pas grave. Je suis curieuse si quelqu'un a une idée. sûrement dans les petits groupes que ça va venir. Ok, parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de vous partager ma définition de l'agilité, parce que le remote, on sait ce que c'est, d'explorer ensemble différentes options et ensuite de vous partager des exemples de ce que j'ai pu mettre en place, éventuellement si ce n'est pas sorti dans les exemples que vous avez déjà trouvés en groupe. Ça vous va? So far? Ok. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vient beaucoup de ce que j'ai vu dans les écoles Montessori. Donc Maria Montessori, c'est une des premières femmes médecins d'Italie, née en 1878, c'est pas récent, et sa première école, c'était en 1907. Et voilà ce qu'elle disait: n'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands, alors apprenons-leur, et on ne sait pas de quoi sera fait leur monde de demain, alors apprenons-leur à s'adapter. Et pour moi, c'était ça l'agilité, c'est être capable d'apprendre constamment et d'être capable de s'adapter. Donc, c'est peut-être qu'un framework aujourd'hui fonctionne, mais que demain, il ne sera plus adapté. Donc, il faut que l'équipe soit en capacité d'identifier qu'il n'est plus adapté et soit en capacité de décider ensemble comment ils veulent le faire évoluer. Et parmi les différents principes qui portent cette pédagogie, même si vous avez vu dans du matériel Montessori, etc., tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, on va dire. En dessous, comme d'habitude, on a des valeurs et des principes forts. Et parmi ceux-là, il en existe un qui est que l'être humain apprend mieux et donc est capable de s'adapter quand il travaille en communauté. Et donc, pour moi, ce que je suis allée chercher dans cette pédagogie, c'est comment elle fait pour réussir à avoir une communauté d'enfants auto-organisés. Parce que c'est la communauté auto-organisée qui va faire que les enfants sont capables d'apprendre en regardant quelqu'un d'autre, en imitant quelqu'un d'autre, en expliquant à quelqu'un d'autre, en ayant une curiosité qui est éveillée en observant quelqu'un d'autre faire quelque chose qui paraît un peu waouh, parce que les classes d'âge sont faites par classe d'âge. Vous avez donc des classes de 6 à 12 ans. Donc un enfant de 6 ans va pouvoir voir ce que fait un enfant de 12 ans. Et puis être comme ça, attiré et drivé, tiré par sa motivation intrinsèque. Et donc l'environnement qui est mis à disposition de l'enfant dans la classe lui permet d'apprendre grâce à son envie et non par la contrainte. Et donc tout ça fonctionne parce que c'est dans une communauté auto-organisée. Ça, c'est un des points qui me semble le plus important. Et donc, je voudrais vous partager, au sein du concept Montessori Extended, il y a 4 grandes composantes, et j'aimerais focaliser aujourd'hui sur une de ces composantes. La première des composantes, c'est le plan de développement de l'équipe. Comme une chenille qui devient papillon, en fait, pour devenir une équipe auto-organisée, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas juste en mettant des personnes dans une salle que ça va se faire. Donc, c'est une construction, l'auto-organisation. Il y a les tendances humaines qui existent en chacun de nous, quel que soit notre âge, qui vont nous permettre d'apprendre de nouvelles compétences et de développer notre potentiel. Il y a les axes de la collaboration qui, eux, servent à créer une communauté auto-organisée qui, justement, va soutenir cet apprentissage. Et l'environnement préparé sur lequel va intervenir le manager pour pouvoir, justement, ne pas interrompre, ne pas entraver les tendances humaines, mais soutenir cette motivation intrinsèque et permettre à l'individu d'apprendre dans cette communauté auto-organisée. Si vous avez des questions, jusque-là, c'est bon? Alors, pour créer et donc pour construire cette équipe auto-organisée, il y a 6 axes. Le premier, c'est le sentiment d'appartenance. Alors, je vais vous faire travailler d'ailleurs sur ces cartes. Vous les aurez sur les boards sur lesquels je vais vous faire travailler.
Favoriser le sentiment d'appartenance au groupe en faisant en sorte que chacun contribue aux soins de l'ambiance. Ne pas se sentir évalué ou jugé, mais permettre l'auto-évaluation. Donc, évoluer dans un environnement sécurisant, ne pas être mis sous pression, donc privilégier un environnement sécurisant. C'était une des questions que vous avez identifiées. Résoudre les conflits par le dialogue pacifique. Je me souviens d'ailleurs que je suis intervenue chez Desjardins à un moment et on a mis en place des formations à la résolution de conflits, donc une introduction à la communication non violente. Souder le groupe par le partage de temps collectif. Et enfin, prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe par l'établissement de règles consenties. Quand vous réussissez, en fait, il faut l'imaginer un peu comme les assiettes chinoises au cirque, vous avez plein d'assiettes, là, 6 au moins, qui tournent en même temps, et votre équipe, avec le temps, il y a des fois, elle aura besoin de se ressouder, donc ressouder le groupe, donc apprendre à se connaître de façon plus intime, ou bien redévelopper ce sentiment d'appartenance parce qu'on fait partie de la même équipe et on a envie d'atteindre un objectif commun. Et ce que tu fais, moi, je vais être là pour te soutenir. Ou une autre image que j'aime bien, c'est le fait que c'est comme une équipe de basket. C'est pas parce que tu es positionné en avant que tu reviens jamais pour faire de la défense, ou une équipe de foot, tout ce que vous voulez, n'importe quelle équipe de sport qui vous correspond, pour réussir à apprendre et à délivrer, c'est important de réussir à créer ce sentiment d'appartenance et à faire en sorte que les personnes se serrent les coudes. Pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui dure 3 minutes d'une journée dans une école Montessori, 6-12. Et puis après, si vous voulez bien, on débriefera des 6 axes en question par rapport à cette vidéo-là. C'est bon ? Et alors, oui. Cette salle de classe, c'était la salle de classe dans laquelle ma fille était.
et que j'ai pu observer une ou deux fois. J'ai eu des présentations de la pédagogie par la directrice et c'est à partir de là que je me suis dit « Ouh, il y a des choses à faire ». Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent déjà avant qu'on rentre dans le... ou qui vous ont frappé par rapport à cette vidéo, avant qu'on rentre dans le détail des différents axes de la collaboration? Je pense qu'il y a l'école Montessori, c'est à Montréal aussi, on a ça. Oui, il y en a Des partout classes. dans le monde. Ouais. Moi, je vais être très honnête, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé dans cette vidéo. Ok. Je ne sais pas c'est quoi le message derrière. J'y comprends rien. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. On va voir si d'autres personnes dans le groupe ont vu des choses qui pourraient clarifier. Ben moi, ce qui m'a peut-être le plus... en fait, ce que je réfléchissais en voyant la vidéo, hein, je trouvais ça beau de voir des enfants, puis là, on ne sait pas dans... Bon, est-ce qu'ils ont des instructions de faire telle chose à telle heure? Là? Je ne sais pas comment c'est fait. Là. Je ne connais pas. En fait, c'est la première fois que j'entends parler de ce type d'école, vraiment. Puis, mais je me disais, mais à quel point les jeunes peuvent être vraiment attirés et puis peuvent connecter davantage avec leur personnalité. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose que je voyais là-dedans. Tu sais, j'imagine qu'ils font des choses qui sont dans lesquelles ils se trouvent bons ou en tout cas, du moins, en partie. En tout cas, c'est intéressant. Ça l'ouvre à en apprendre davantage. Merci Anne-Marie. Mona, je vous vois hocher la tête. Est-ce que vous voudriez partager quelque chose? Oui, ben, en fin de compte, pour ceux qui connaissent moins, on appelle ça les écoles alternatives. C'est le chapeau haut, école alternative. Et en dessous des écoles alternatives, tu as des écoles Montessori. Après, tu as des différentes variantes. Mon fils va dans une école alternative publique à Laval. Il y en a de plus en plus qui sont ouverts par même des profs qui veulent eux-mêmes enseigner dorénavant dans l'alternative. Puis, ben, c'est toutes les bonnes choses. C'est tout fondé sur les bases de la neuroscience, sur comment l'enfant et l'être humain se développent. Pour l'école de mon fils, leur axe est plus dehors. Alors, ils essayent de faire de la pédagogie le plus souvent, les classes dehors, les amener dehors pour faire l'éducation. Et puis, effectivement, la différence des écoles traditionnelles, c'est que chaque enfant n'a pas un banc. C'est très collaboratif. C'est des tables ouvertes. Puis très souvent, même, des fois, ils font un trip de spring cleaning, puis ils vont en classe décider très démocratiquement comment ils vont déplacer les meubles. Très souvent, il y a un horaire, mais à l'intérieur des horaires, il y a des plages où que c'est les enfants qui doivent développer cette autonomie-là, à savoir, comme quand il y a un projet, ben, il faut qu'il fasse ses étapes de projet pour, à un moment donné, pouvoir présenter son projet. So, ça pousse vraiment l'autonomie, mais ça pousse aussi tout le côté communauté, travail de groupe, qui est vraiment, comme mon fils apprend des techniques de résolution de conflits. Hey, qu'on aimerait donc ça avoir ça comme des adultes, mais eux, ils commencent dès le jeune âge. Alors, c'est vraiment comme la philosophie qu'un être individuel s'évolue par lui-même, ne pas le comparer avec un autre individu. Alors, il y a vraiment des belles philosophies. Si vous tapez école alternative du Québec ou école alternative, vous allez comme découvrir plein de sortes, dont une qui est absolument merveilleuse, effectivement, celle de Montessori. Merci beaucoup, Mona. Alors, la proposition, c'est de regarder avec vous ce que vous avez vu et qui répondrait à cet axe de la collaboration qui est le sentiment d'appartenance. Favoriser le sentiment d'appartenance au groupe en faisant en sorte que chacun contribue aux soins de l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire tous les jours et régulièrement qui peuvent aider justement à ce que chaque personne dans la classe se sente faire partie de la classe. Par exemple, ici, quand ils arrivent, ils descendent la chaise, mais pas juste pour eux. Quand ils mettent la table, pareil, c'est pour tout le monde. Et ça, par exemple, c'est un tableau des responsabilités qui tourne. Donc, tout le monde n'a pas toujours les mêmes responsabilités. Ça fait partie de choses qu'on peut très facilement mettre en place dans une équipe, même à distance. Ne pas se sentir jugé ou évalué. Effectivement, là, c'est compliqué à voir,
Mais par exemple, il n'y a pas de notes. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas non plus de préjugés, puisque tout le monde, en fait, peut faire les dessins et les activités artistiques qu'il souhaite. Je m'excuse, Midja, quand tu dis qu'il n'y a pas de notes, tu dis qu'il n'y a pas de notes globales de matière, ou tu dis qu'il n'y a pas de notes dans la journée? Là, tu sais, des fois, dans les écoles traditionnelles, on a comme un tableau sur les comportements de l'élève, comment il a été dans le groupe aujourd'hui. C'est-tu un peu plus ça que tu veux dire? Ou? Non, il n'y a vraiment aucune note, même dans l'apprentissage en lui-même. OK. L'enfant ne OK. reçoit pas de notes. Il s'auto-évalue, il sait une fois qu'il a réussi à faire quelque chose et qu'il considère qu'il l'a appris, il peut passer à l'étape d'après, c'est le matériel qui va le guider. Donc, quel environnement on met à disposition pour que la personne puisse continuer à grandir et à se perfectionner? L'environnement sécurisant. Se sentir soutenu, ne pas être mis sous pression, privilégier un environnement sécurisant. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu des choses dans cette vidéo qui vous font penser que ces enfants sont dans un environnement sécurisant? Les couleurs, toutes les jouets sont en bois, tout est des couleurs naturelles. Tout à fait. Là, elle, c'est une professeure en fait. Elle, c'est une éducatrice. Et vous voyez qu'elle est vraiment au même niveau que les enfants. Il n'y a pas de différence de statut. Puis on les voit aussi avoir une grande liberté de mouvement. Ils ne sont pas contraints dans leur activité. Ils peuvent travailler seuls comme ils peuvent travailler en groupe et ils peuvent changer d'activité quand ils le souhaitent également. Il n'y a pas de jugement sur ça. Résoudre les conflits par le dialogue pacifique, donc là, effectivement, ça va être compliqué de le voir dans une vidéo. Souder le groupe par le partage de temps collectif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette vidéo? Je sais qu'on l'a regardée qu'une seule fois. Il y a des temps collectifs, par exemple, au repas. Et puis juste après le repas également. OK. Et c'est vraiment régulier. Donc, c'est l'environnement, c'est le cadre qui est mis à disposition qui aide à faire tout ça. Et puis le dernier, c'est les règles et les interdépendances, c'est prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe par l'établissement de règles consenties. C'est-à-dire que ça, on le voit avec les responsabilités, mais on le voit aussi avec la charte, enfin, on ne le voit pas là dans la vidéo, mais la charte à laquelle ils doivent co-définir au début de l'année pour savoir quels sont les comportements qu'ils veulent voir dans la classe. Puis ce sont des règles qui évoluent. Je me souviens que Nadia m'avait fait... elle fait intervenir des parents pour partager leur expérience ou leur métier. Et donc, c'était arrivé au moment où ils avaient mis à disposition des PC, des ordinateurs, et les enfants étaient partis sur des sites qui n'étaient pas vraiment réservés aux enfants. Et donc, on se posait la question, OK, quel type de règles on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas? Et pour protéger les enfants, voilà, donc des choses à définir ensemble, mais ça pousse effectivement à la discussion et ça permet aux enfants de grandir et de se rendre compte de tout ce qu'il y a à prendre en compte. Est-ce que chacun des axes vous paraît un peu plus clair? Ouais. Je voulais vous proposer de voir dans vos équipes, là, aujourd'hui, vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression que les objectifs et les règles sont partagés? Est-ce que vous vous sentez dans un environnement sécurisant? Est-ce que vous vous sentez jugé ou évalué? Enfin, je ne me sens pas jugée ou évaluée, je sens que je fais partie d'une équipe. J'ai l'impression que mon groupe, que mon équipe est soudée et j'ai l'impression que les conflits et les désaccords sont des opportunités d'amélioration.
En fait, l'idée aussi de ces 6 axes de la collaboration, c'est de pouvoir diagnostiquer rapidement une des défaillances dans le fonctionnement de l'équipe pour pouvoir mettre en place l'environnement qui va permettre de le corriger. Et le reste va se remettre en place. C'est comme si vous aviez une table sur 4 pattes et puis qu'il y en a une qui est un peu bancale, quoi. Donc forcément, ça va faire pencher l'équilibre de l'équipe. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre cet équilibre-là en allant activer l'axe de la collaboration qui va bien. Donc là, je vois qu'il y a il y a une réelle disparité. Il y a une personne pour qui tout va bien. Donc logiquement, on devrait être dans le cadre d'une équipe auto-organisée puisque les objectifs sont clairs et qu'ils soutiennent les objectifs individuels. Et puis, quand on est plus à gauche, c'est plus compliqué, ça devient vraiment plus difficile au quotidien. J'ai peut-être une question, Midja, c'est concernant les axes. Quand tu dis les... OK, c'est ça, c'est les 6 axes. C'est ça, OK. Parfait. Je n'étais pas certaine parce que tantôt, sur l'autre diagramme précédent, là, tu montrais là, l'auto-organisation d'équipe. Puis là, je ne sais pas, là, j'avais comme l'impression que je n'étais pas... mais c'est parfait. Ça, en fait, c'est exactement la même chose. Je les ai juste formulés sous forme d'affirmation, mais on est vraiment sur les axes. Donc là, on a interdépendance et règles, safe environment, ne pas se sentir jugé ou évalué, le sentiment d'appartenance, le fait d'avoir un groupe soudé et la gestion des conflits. Donc, on appelle ça les axes de la collaboration. C'est ça que tu disais tantôt? Oui, non? c'est ça. Oui. OK, c'est ça. Et quand ils sont mis en place, en fait, ça vous aide à passer du groupe à l'équipe vers l'équipe auto-organisée. Parfait. Et pour répondre à ta question sur le rôle des gestionnaires, justement, comme les gestionnaires ne sont plus là dans du contrôle et de la distribution de tâches, leur rôle, c'est plutôt de faire ça. Comment ils font pour aider à la construction de cette auto-organisation? Je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment aider. Vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un axe en particulier qui vous intéresserait de creuser si on reprend par rapport à vos attentes? Résolution de conflits. La résolution de conflits? Moi, je serais curieuse de voir le sense of belonging, comment le créer en tout cas en remote. C'est beaucoup plus difficile là, que du face-à-face qui se fait quasiment chimiquement. Là. Tu peux aller prendre un café avec ton équipe, mais là, faire des jeux sur Zoom, des fois, ça devient un peu plate et redondant. Et bonding aussi, qui est un peu dans la même... la même lignée. Là. Il y a peut-être un élément, moi, qui m'interpelle, c'est comment je ne peux pas me sentir jugée, évaluée, comme actuellement dans les organisations, on essaie de ne pas évaluer, mais quand même des évaluations qui sont faites annuellement avec les employés, même si on le fait en termes de comportement, il y a quand même des cibles. Donc, en tout cas, ma réflexion, elle est là. Fait qu'il y a peut-être cet élément-là pour ma part, mais je vais me rallier au groupe. Créer un espace pour s'exprimer, laisser le temps, quelques jours, pas un mois, enfin, juste pour apaiser la tension et faire une rétrospection à chaque rencontre. Ça. Et connecter... écoute active, voir la perspective, essayer de connecter avec l'autre, se mettre à sa place. Sympathique. En cas pour ce partage. Et pour le groupe 1 sur le sense of belonging, donc c'est compliqué. Ça dépend de la situation. Il y a plein de façons de faire. J'ai entendu des cafés jazettes, des réunions Teams permanentes, mais il n'y a pas que ça. Non, et puis c'est un peu ce qu'on disait, faut le sentiment d'appartenance, en fait, il vient pas nécessairement ni du remote ni en présentiel, c'est pas forcément là le problème, mais c'est quelque chose qui existe de moins en moins aujourd'hui et il faut apprendre à travailler avec, à tricoter autour, en fait. Pour pouvoir le faire.
Et je pense aussi que le sentiment d'appartenance aussi, des fois, est difficile à atteindre à cause du fait que les équipes ne sont pas stables. Donc, il y a beaucoup de changements. Toujours parce que vous êtes... Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est un peu la réalité des entreprises qui ne peuvent pas justement avoir des équipes stables, ce qui rend difficile un peu le sens d'appartenance. C'est vrai. Oui, parce que comme on disait, ça prend pour avoir un sentiment d'appartenance, ça prend de la confiance. Puis la confiance, ça ne se crée pas en un claquement de doigts. Fait que si on n'a pas une équipe stable, ben, il faut recommencer à chaque fois. C'est ça. Oui, tout à fait. Un cercle vicieux. Mm. Bon, je voudrais vous proposer quelques idées que j'ai pu mettre en place, si ça vous intéresse. Partante? Yeah. Vous devez probablement connaître le jeu du marshmallow. Les ingénieurs. Possible, c'est de créer un produit artistique ensemble. Ça peut être le nom de l'équipe, ça peut être le logo de l'équipe, ça peut être un clip vidéo qui représente l'équipe, des personnes qui vont inventer la musique ou qui vont choisir la musique, des personnes qui vont inventer les pas pour une chorégraphie, les paroles pour traduire artistique ensemble, bien avoir des rôles tournants. Typiquement dans les daily, surtout en remote, on a une personne qui partage les... Donc, on peut faire tourner aussi cette personne-là. Et naturellement, en fait, la facilitation tourne. Ce qui fait que chaque personne prend soin de l'ambiance. Et donc, comme ils savent que ce n'est pas si simple que ça d'animer, eh ben, ils vont agir aussi différemment quand c'est eux qui passeront. Ne pas se sentir jugé ou évalué. Donc, j'encourage l'utilisation des GIFs et de demander aux gens comment ils se sentent de X façons différentes et de permettre l'auto-évaluation. Par exemple, pour leur demander comment ils se sentent, ça c'est une rétrospective très simple avec des événements et de pouvoir exprimer en utilisant des couleurs en fait comment ils se sont sentis par rapport à cet événement. Et donc ça permet de ne pas se focaliser ou de ne pas agresser une personne, mais vraiment de parler de ses sentiments par rapport à une situation et d'aller chercher le pourquoi ce sentiment-là pour pouvoir trouver justement des solutions ou encore des check-ins divers et variés. Donc là, la limite, c'est l'imagination. Donc la proposition, c'était quel personnage qui traduit le mieux ce que vous attendez de ce meeting. Là, par rapport à l'auto-évaluation, comment est-ce que votre équipe, comment vous considérez qu'elle est en bonne santé? Et donc là, c'est eux qui l'ont vraiment défini. Et ensuite, lors des différentes rétrospectives, je leur permets de s'auto-évaluer par rapport à chacun des axes qu'ils ont définis. Safe environment. Donc là, l'idée de progresser ensemble, apprendre ensemble. Vous voyez, lui, il est assis sur la table, donc on agit comme ça nous plaît. Faire des check-ins systématiques pour s'assurer que tout le monde est en bonne santé et reconnaître quand il y a des soucis ou pas. Par exemple, dernièrement, c'était des personnes qui accueillaient chez eux leurs parents. Bon, bah, on sait que ce ne sera pas forcément la même émotion pendant les journées qui arrivent ou le même état de fatigue. Faire en sorte que tout le monde ait la possibilité de parler, avoir des rôles de parrain ou de marraine quand une personne intègre l'équipe, inciter à avoir la caméra quand le réseau le permet. Donc, un exemple, c'est « The Christmas gift of your dreams and why ». Donc, en précisant que c'est bien un objet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Sur la résolution de conflits, donc on avait commencé à l'évoquer avec les bonhommes OSBD. Dans certaines équipes, il y a des personnes qui ont des talents de modérateur et qui ont été identifiées en tant que telles par le reste de l'équipe et qui ont accepté de jouer ce rôle-là. Et donc, que les personnes de l'équipe peuvent aller chercher pour justement aider à résoudre des conflits, parce que des fois, ça arrive à un niveau tellement important que c'est important d'avoir un modérateur.
clarifier l'objectif, comme vous l'avez déjà défini, se mettre d'accord sur comment on prend une décision. Est-ce qu'à l'issue de cette réunion, on s'attend à ce que moi, je fasse partie de la prise de décision ou bien est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, clarifier les attentes. Et puis, je pense que vous le savez déjà, mais la facilitation des meetings, c'est essentiel et ça fait partie des compétences importantes qu'un manager peut avoir pour aider justement son équipe à s'auto-organiser. Donc là, un exemple de board qui a été construit sur plusieurs mois, hein, avec des exemples de rétrospective, la construction d'une roadmap, et puis on va continuer à le compléter. Pour souder le groupe, célébrer, entre autres, mais pas que. On peut aussi avoir des non-working activities, comme des talent shows, des escape games virtuels, des jeux du type Escape the Boom. Peut-être que vous connaissez. Hop, je tente quelque chose, attention. Donc, Scriblio ou Escape the Boom, là, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui va travailler ensemble pour que la bombe n'explose pas. Un peu dans le même style que le channel Teams ouvert, on a la possibilité aussi de créer des espaces virtuels comme ceci, et ça peut être même le résultat de l'équipe, un espace virtuel où on aime à se rencontrer avec des espaces privés. Ça s'appelle GatherTown, si jamais vous recherchez l'information. Et puis leur permettre de se connaître un peu plus avec des activités de check-in où ils choisissent les questions, on fait rouler un dé, et puis hop, on voit qui tombe sur quelle question. Et donc, ça permet de rigoler un peu, et ça prend 5 minutes en début de réunion. On peut le faire en début de rétrospective ou n'importe quel type de réunion. Et le dernier axe, qui était l'interdépendance et les règles. Donc, être sûr que les objectifs sont clairs pour l'équipe et qu'ils ont les métriques pour y accéder, qu'ils contribuent à la définition des règles et qu'ils peuvent les revoir, et puis encourager le feedback. Et ça, c'est pareil, encore une fois, ça peut être à chaque rencontre. Puis, on a des outils aujourd'hui par rapport au board physique. Les boards virtuels ont l'avantage d'avoir des métriques directement intégrées, donc c'est assez pratique. Donc ça, c'est l'évolution des règles qui se fait à chaque fin de rétrospective. Puis si je peux me permettre 2 conseils. Le premier, c'est de prendre soin de soi, puisqu'on va être plus agréable au sein de l'équipe et être plus enclin à insuffler une énergie positive si nous-mêmes, on se sent bien. Et le deuxième, c'est de faire nous-mêmes le premier pas, de ne pas attendre que d'autres personnes déclenchent ces cafés virtuels ou des choses comme ça. Si vous voulez aller un peu plus loin dans Montessori Extended, donc vous avez la possibilité de vous procurer les cartes sur le site lesagilopathes.com ou la possibilité de prendre une formation complète sur les 4 modules pour vraiment balayer les 4 composantes dont je vous ai parlé au début. Et vous avez aussi accès au site internet où vous pourrez voir quelques conférences que j'ai faites précédemment. Et je finis, si vous le voulez bien, avec une dernière question sur vos takeaways de cette session. Moi, j'ai peut-être le goût de partager l'apprentissage que je retiens. C'est des fois, on pense qu'on est toute seule à se poser ces questions-là sur comment créer un sentiment d'appartenance, comment créer la sécurité psychologique dans les équipes. Puis, tu sais, on pense, puis je pense que c'est la richesse du partage, puis d'entendre les autres, puis de t'entendre toi. Moi, c'est avec ça que je repars. Puis c'est des idées, bien sûr, là, définitivement, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant le parallèle avec les écoles que tu as fait. Honnêtement, bravo, ça met des images. Je trouve que c'est facilitant à comprendre. Vraiment. Fait que merci. Merci beaucoup. Pour ce retour. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce parallèle parce que je me souviens quand je fais le bootcamp PMP Agile, qu'elle nous parlait comment laisser les équipes s'auto-organiser, mais
comme ça, on a un visuel vraiment qu'il y en a des équipes qui réussissent. Parce qu'il y a plusieurs modes d'auto-organisation. Exactement. Chaque équipe, parce que les personnes sont différentes, donc chaque équipe aura son auto-organisation propre. Tout à fait. Merci, Anka. Moi aussi, je voudrais te remercier pour faire ce lien-là avec l'école, parce que moi aussi, je l'ai remarqué. J'ai découvert que leur race qu'ils écrivent tout le temps dans leurs agendas, qui est rassemblement, ben, c'est comme un lean coffee. J'avais aucune idée que mon fils participait dans des lean coffee, mais c'est nommé sous un autre axe. So, c'est vraiment cool. Effectivement, moi aussi, je découvre beaucoup de points très, très, très similaires au fur et à mesure. Puis c'est cool de voir que les enfants le font, puis ils se plaisent dessus. Puis ça évolue, là. Les écoles alternatives, je pense que les parents demandent le plus dans les écoles, les commissions scolaires, là, qui veulent vraiment comme, ben, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu des belles expériences à l'école traditionnelle. On a tous des petits PTSD pour ça, alors quand on voit qu'il y a d'autres choses pour nos enfants, puis là, c'est là où on se dit, ben nous aussi, dans notre travail, on voudrait avoir ce même type de respect, co-création, harmonie. Alors, merci. Tu sais, des fois, j'étais tout seule dans ma tête, mais là, je suis heureuse de voir que tu fais même des conférences là-dessus. Merci beaucoup. Je m'excuse, Midja. Juste là, tantôt, tu remontrais l'outil de l'espèce de room. Je n'ai pas noté le nom de l'outil. C'était quoi? C'était des... Le roux. Gather Town. Gather Town. C'est ça que tu avais dit? Attends. Oui. OK, j'ai pas noté. C'est pour ça que je n'étais pas sûre du nom. Puis j'essayais de... OK, attends, je vais repartager mon écran. Gather Town. Ouais. Gather Town. OK, merci. Et ça, vraiment, ça peut être le résultat d'une co-construction. En fait, l'équipe peut se créer son espace avec un petit coin café, un petit coin... Il y a déjà des templates, mais si elle veut se créer son espace, c'est complètement possible. Donc ici, je vais pas... Et après, on se balade avec les touches de son clavier. Là, on est dans un espace privé. Là, on peut parler à tout le monde. Et puis voilà, ça recrée un peu de convivialité, quoi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Désolée encore pour les problèmes de réseau. Et ma foi, si vous voulez continuer la découverte, puisque là, comme je vous disais, c'est vraiment une des composantes de Montessori Extended, mais le plan de développement, c'est essentiel, surtout que c'est fractal. En fait, c'est applicable à l'équipe, mais aussi à l'ensemble de l'organisation, puisque au sein d'un département, comment on fait équipe au sein d'un département ? Grosse question. Alors, c'est pareil, on va juste utiliser les actes de la collaboration, mais au niveau du dessus. Et puis les tendances humaines, comment on fait pour s'approprier une nouvelle compétence sans se retrouver à être forcé de l'ingérer? Comment est-ce qu'on peut éveiller la curiosité et après permettre aux gens d'apprendre avec ce qui leur... soit par l'imitation, soit par la répétition. Je ne sais pas, le cas le plus classique là, auquel je pense, c'est Jira, par exemple. Voilà, utilisez-le. Comment? Je vais suivre la formation de 2 heures. Oui, mais après, je fais quoi? Et donc, une des choses que j'avais faites chez Desjardins, c'était mettre en place un bac à sable, juste. Et allez-y, amusez-vous, faites des choses. Et après, on avait mis en place aussi une communauté de pratique pour pouvoir justement se présenter les choses, venir avec ses questions, zéro jugement, encore une fois. C'est qu'est-ce qu'on partage et on essaye d'apprendre. Ah ben tiens, tu as cette question-là, hop, qu'est-ce que moi je peux t'apporter par rapport à ça? Donc, et ça dépend de la situation, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, mais avec ces différents guides de réflexion, ça aide à diagnostiquer le problème, pouf, apporter une solution et ting, ça relance la dynamique. C'est ça l'idée. Sherifa, tu es en mute. Oui, je pense que c'est une question aussi de laisser les gens expérimenter. L'expérimentation doit faire partie justement du travail. Donc, souvent, on est amené à travailler sur une tâche ou une activité, tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps pour l'expérimentation. Et qui dit expérimentation dit aussi on peut échouer. Donc, c'est ça, amener les gens à faire de l'expérimentation, à expérimenter.
Merci beaucoup, Merci. Lija, pour ta belle présentation. Ça a été vraiment très intéressant. Et merci pour toutes celles qui nous ont joints. Et puis, j'espère vous revoir bientôt pour une autre présentation. Merci, au plaisir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.